Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Jean-Baptiste Greuze, 1725-1805, portrait de Bonaparte, premier consul, 1803, château de Versailles. Joli portrait, mais vilaine posture, si l'on en croit l'abbé Jean-Baptiste de La Salle, maître des élégances de son temps. Il est assez courant et recommandé de poser le bras droit sur la poitrine ou sur l'estomac en mettant la main dans l'ouverture de la veste à cet endroit et de laisser tomber la gauche en pliant le coude. En général, il faut tenir les bras dans une situation qui soit honnête et décente. La main dans le gilet fut donc une posture honnête et décente, que Napoléon Bonaparte adopta, lui aussi d'ailleurs, mais ce n'est pas celle qu'on lui voit sur ce portrait. Plusieurs autres postures précéderont celle de la main dans le gilet. En 1789, l'année de la Révolution française, Bonaparte a 19 ans et il est déjà lieutenant d'artillerie. Sur une sculpture d'un certain Guillaume, on le voit avec la main derrière le dos, posture jugée très indécente par l'abbé. On lui pardonne, il n'avait que 19 ans. Pendant la campagne d'Égypte, devenu général, Bonaparte ne jure que par la main posée sur son grand sabre qu'il brandit au clair ou qu'il garde au repos. Le portrait de Greuze que nous avons sous les yeux le représente un peu plus tard encore, en 1799, à l'âge de 29 ans, dans les atours surbrodés d'or fin du premier consul. Un tabouret curule à ses pieds, mais un trône déjà tout prêt à l'accueillir à sa droite. Patience, mon ami. La posture, avec ce déhanchement plutôt inhabituel chez un militaire, est singulière. On y voit une main droite négligemment posée, retournée sur la hanche, alors que la main gauche s'alanguit pour se poser du bout des doigts dans un mouvement très molle sur une table. Et puis surtout, il y a cette jambe droite légèrement repliée sur l'autre dans un geste de vierge semi-effarouché, un peu de travers dans ses bottines gancées d'or et ornées d'un pompon. Bref, une attitude évoquant plus celle d'Albin dans La cage aux folles que celle de César devant le Sénat romain. Un portrait très différent de celui d'Ingres, de la même époque pourtant, qui montre le premier consul très décidé et avec déjà la main coincée dans son gilet, comme le recommande la bienséance. Alors, que s'est-il donc passé ici? Un égarement de jeunesse malencontreusement saisi par Greuze, dont c'est un des derniers tableaux? Eh bien pas du tout. Rien de tout cela, si ce n'est pourtant l'influence déterminante de Cambacérès, le communicant favori de Bonaparte, comme on dirait aujourd'hui du côté des palais. Moi, je suis l'attaché de presse. C'est moi qui lance ces artistes. C'est bien lui, Jean-Jacques Régis de Cambacérès, alors deuxième consul, qui, tout droit sorti de l'Ancien Régime, avec sa tête toujours sur les épaules, et oui, il y en a eu tout de même quelques-uns, aurait recommandé à son petit camarade de jeu, dans le consulat, 100 ans. Cette posture, pour le moins, relaxe. C'est moi qui l'ai lancé. J'ai envoyé des invités à toute la presse, tout ça. Si Cambacérès souhaita que l'on montre ainsi son co-consul à l'aube de sa fulgurante carrière, c'était sans doute pour une raison politique précise. En l'occurrence, pour adoucir l'image du brillant général au sabre facile et un rien sanguinaire que la campagne d'Égypte venait de laisser. Un message du genre « Ce garçon a tous les talents. Non seulement c'est un général conquérant, mais voyez quel homme doux, affable et détendu il peut être. » Sans parler de sa beauté physique, à celle de l'antique, uniquement comparable. Un nouvel Alexandre, le Grand, en somme. De la propagande mensongère caractérisée, puisque Bonaparte n'était rien de tout cela, mais qui enflamma l'imaginaire, particulièrement inflammable, il faut le dire, des quelques femmes qui faisaient et défaisaient alors les politiques dans leur salon parisien, comme la citoyenne Teresa Cabarrus, plus connue sous le nom de Madame Tallien, ou de Madame de Récamier, l'une des trois grâces du directoire, la troisième étant Joséphine de Beauharnais, future impératrice, donc.
Quant à Cambacérès, véritable DIRCOM de Napoléon, authentique mère spirituelle de toutes les attachées de presse modernes, il fut un personnage central à la fois de la transition post-révolutionnaire, mais aussi du consulat, du directoire et de l'Empire. Moi je travaille, moi c'est à moi, c'est mon corps, je fais ce que je veux, je suis une être humaine, merde. Membre de l'Institut de France, grand maître du Grand Orient de France, dont il adorait le costume et les bijoux, selon Talleyrand, on ne peut imaginer personnage plus proche de Napoléon, plus influent et plus comblé de tous les honneurs, avec plus de 41 décorations et une dizaine d'appartenances à des ordres souverains d'Europe. Très célèbre par ailleurs pour ses extravagances et son goût du luxe le plus effréné, il n'était jamais économe de posture, un peu, Voilà, c'est ça. Plus qu'en numéro 2 et moins qu'en numéro 1, Cambacérès, que l'on surnommait dans les cercles informés des Tuileries Tante Hurlurette, une grosse rousse assez vulgaire, fut aux côtés de Napoléon dès le début de l'épopée et l'accompagna jusqu'à la fin, ou presque. C'est pourquoi il fut élevé par l'empereur au rang de prince de Cambacérès, duc de Parme et archi-chancelier de l'Empire, rien à voir avec les chaussettes de l'archiduchesse. Un titre suprême arraché au Saint-Empire romain germanique que Napoléon se faisait une joie de dépoussiérer de la sorte en emparant, grand collier d'or compris, non sans humour, Tanturlurette. idiote. C'est dire l'importance du personnage auquel, par exemple, l'empereur n'hésita pas à confier les rênes du pouvoir entre 1806 et 1807 lorsqu'il quitta Paris pour prendre la tête des guerres contre la 4e coalition, laissant Tanturlurette seul à la tête de l'Empire, affronter 2 crises internationales majeures. Tanturlurette ne fut donc pas seulement une attachée de presse avant-gardiste, mais aussi un véritable homme d'État, gouvernant le pays avec la confiance de son maître et sans en profiter pour fomenter un coup. Relevez-vous, mon ami. Vous avez bien travaillé, mon ami. Oui, mon maître, je ferai selon vos désirs. Lorsque les relations commencèrent à se détériorer entre les deux hommes, dû principalement au tempérament insupportablement capricieux de Cambacérès, qui se comportait comme un roi sans couronne, ce qu'il avait fini par devenir dans les faits, Napoléon le propulsa conseiller personnel de l'impératrice, qu'il guida pas à pas, comme s'il s'agissait de lui-même, surtout pour le choix des bijoux, comme le disait un Talleyrand toujours persifleur, dans une tâche qui paraissait beaucoup trop lourde à assumer toute seule à l'impératrice. Ainsi, la face publique la plus brillante de Joséphine, sa merveilleuse malmaison, son goût des parures et des toilettes, serait peu ou prou due au goût du prince archi-chancelier. C'est moi qui l'ai lancé. Émettant ses dictates sur la mode parisienne du fond de sa demeure, croulant sous les perles, les diamants scintillants de ses décorations qu'il ne quittait jamais, et surtout, sous sa perruque crantée de 3 immuables rouleaux latéraux, poudrés à la façon de celle de l'Ancien Régime, faisant de lui le seul des hauts dignitaires de l'Empire à porter aussi ostensiblement perruque poudrée devant l'empereur, ce que Talleyrand lui-même n'osa jamais faire. C'est pourtant pas l'envie qui lui manquait. C'est encore Tanturlurette qui aurait conseillé aux maréchaux d'Empire d'appeler leur fille première-née Napoléonide, et qui lança la mode de ce ridicule prénom dans Paris. C'est moi qui l'ai lancé. Certains pensent que le plus important conseil de communication comportementale que Cambacérès donna à l'empereur fut sans doute celui de glisser sa main à l'intérieur de son gilet en signe de pondération et de bonhomie. L'empereur fit cette recommandation sienne à tel point qu'elle a fini par s'identifier à lui, faisant presque oublier que Louis XVI, dans son portrait officiel par Duplessis, ou son ex-grand ami le général Lafayette, l'avait fait bien avant lui, sans parler du philosophe grec Échine, ainsi représenté dans une statue visible au musée d'Herculanum. Certains allèrent même jusqu'à penser que ce geste avait été inventé par Napoléon pour masquer les douleurs gastriques dont il aurait souffert. Eh bien, c'est totalement faux. Virgule musicale, marche impériale par l'orchestre de la garde républicaine, Eddie Kaku, l'attaché de presse, La guerre des étoiles de George Lucas, Arrivée de l'empereur sur l'étoile de la mort, La cage aux folles de Jean Poiret, film d'Édouard Molinaro, 1978.